Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler du programme d'Éric Zemmour, parce qu'il a annoncé cette semaine sa candidature à la présidentielle, donc dans une vidéo sur YouTube. Et donc, moi, je suis allé voir après sur son site, voir s'il y avait un programme. Et donc, il y a une esquisse de programme. C'est bon, Une esquisse de programme. oui, voilà, c'est plus des priorités. Il n'y a pas vraiment encore vraiment de détails, mais voilà, déjà, on a des priorités, donc on va en discuter ce soir et voir. Ouais. Mais déjà, c'est bien. Ça matérialise effectivement un positionnement. Au moins, il clarifie certaines choses. Et puis, c'est peut-être politiquement astucieux de ne pas sortir un vrai programme, quoi. Il reste dans le flou. J'ai l'impression que jusqu'à présent, son positionnement, c'est je suis candidat, mais pas trop, quoi. Enfin, Ouais. donc, bon. Bon. OK. Ça, c'est de la tactique. D'accord. Après, oui, c'est vrai, comme tu dis, ouais, c'est peut-être plus judicieux de donner d'abord des axes, des priorités, plutôt que de rentrer dans des... Parce que c'est vrai qu'on avait analysé, par exemple, le programme de Pécresse ou de Sandrine Rousseau. Il parlait de mesures hyper spécifiques qui paraissaient en fait assez anecdotiques, donc peut-être que ça a plus Bah, de sens de partir. oui, je suis pas à la place de Zemmour, je vais pas faire Oui, sa oui, campagne, mais c'est pas un politicien professionnel, il débarque dans le jeu. Je pense que son équipe lui aura, il a besoin de tester, je suppose, donc il va pas arriver avec 200 pages de programme, il va jeter des trucs et puis il va voir ce que ça donne. Ça me paraît logique. ouais. Voyons ses priorités. Alors, 5 priorités, donc identité, Mhm. immigration. Non, en fait, ouais, il y a pas, islam, c'est pas une priorité, ça fait partie de l'identité. Donc, bon, Ouais, identité, ouais. Instruction. instruction, Mhm. impôt, Mhm. Ah, industrie et d'accord. indépendance. Les 5 I. Les 5 I, ouais. D'accord. Comme, C'est astucieux, toi, en termes de com, c'est astucieux. Et puis, c'est astucieux aussi. Je ne suis pas favorable à Zemmour, hein, je précise tout de suite, mais faut regarder les talents là où ils sont. C'est-à-dire que le I sur lequel on l'attend, c'est évidemment l'immigration, et c'est précisément le I qui n'y est pas. oui, c'est vrai. C'est comment suggérer un I sans en parler. C'est assez astucieux, mais bon. Identité. Bon, Identité. c'est le premier Ouais. sujet. D'accord. L'immigration et ses conséquences, islamisation du pays, dérive de nos systèmes sociaux, insécurité hors de contrôle, se situe tout en haut de mes priorités car c'est l'identité de la France qui est menacée. Euh, L'identité de la France, qu'est-ce que ça veut dire, ça, déjà? Mais bon, ouais. OK. Le droit de préserver son identité est un droit dont aucun peuple ne saurait être privé, y compris les Français. Or, la première menace pour notre identité est l'immigration massive que nous subissons depuis plusieurs décennies. Avant, l'adage à Rome fait comme les Romains commandait à raison aux immigrés de se plier aux mœurs françaises. Aujourd'hui, les nouveaux arrivants sont devenus des ayants droit autorisés à faire la promotion de leur culture d'origine. L'ampleur des flux migratoires arrivant chaque année en France, en provenance du Moyen-Orient, Mm. n'a fait qu'aggraver ce phénomène. Nous en voyons le résultat, la prolifération sur notre territoire d'enclaves étrangères où les représentants de l'État et de la France, professeurs, policiers, pompiers, subissent une vindicte quotidienne. Comme le disait Charles de Gaulle, s'il est possible d'assimiler des individus, il n'est pas possible d'assimiler des peuples. Pour restaurer l'identité française bafouée, il faut prioritairement reprendre en main une politique migratoire devenue totalement laxiste. Cela permettra de rétablir un rapport de force démographique favorable à l'assimilation. Le corollaire d'une pareille anarchie migratoire est l'islamisation progressive de notre société. Il faut lutter contre elle avec la même énergie afin d'éviter l'apparition de nouvelles enclaves privilégiant le Coran au détriment de la loi française. Enfin, rappelons que la nation française a été historiquement façonnée par l'État. Sachons donc voir dans le refus de son autorité un refus insidieux de la France elle-même. Pour cette raison, la lutte contre l'insécurité constitue le troisième pilier d'une politique en faveur de l'identité nationale. J'imagine bien qu'il y a des choses qui ne me conviennent pas dans un truc comme ça. Et quand j'entends notamment euh, que dire, enfin, historiquement, sur les 2 derniers, même plus que ça, effectivement, que sur une histoire relativement récente, hein, tout est relatif, on puisse dire qu'effectivement, la France a été marquée par comment dire, par son rapport avec l'État, ou en tout cas la place centrale qu'a eu l'État, c'est malheureusement vrai.
c'est malheureusement vrai. Mais n'importe quel libéral, s'il était libéral, dirait en même temps que c'est faux, en ce sens que un libéral dirait que l'État est un instrument de la liberté. En tant que libertarien, ce n'est pas la position que je défends. Oui, Hein. d'un libéral Mais classique. On va dire que le un libéral libéral classique va classique, considérer que voilà. l'État fournit le cadre qui permet à la liberté de s'exercer dans Oui, ce mais ce cadre. n'est qu'un Voilà. moyen. Alors que là, il le positionne comme étant une caractéristique qui est Ouais. déjà très différent, et qui pour moi, en tant que... En plus, je suis libertarien, donc mais Ouais. déjà, même un libéral devrait réagir à ça. Je dis ça pourquoi? Parce que je vois justement qu'il y a beaucoup de libéraux qui sont tentés par le discours de Zemmour. Hein. Or, ça, un positionnement de ce type-là, dire la France se caractérise par son rapport à l'État, ce qui, je pense, est factuellement vrai historiquement, mais ce qui, en termes de politique et des Lumières, est complètement faux. Donc, ça, c'est déjà un point sur lequel je pense qu'il faut. Enfin, moi, je veux absolument réagir. Pardon. Et puis, sur la réalité, l'histoire qui a fait que l'immigration en est là où elle est, pardon, excuse-moi, j'ai un chat dans la gorge, je pense qu'il confond la cause et les faits. C'est l'étatisme qui a créé les conditions et qui a créé les conditions d'immigration qui ont résulté dans l'explosion, comment dire, de situations difficiles, qui a résulté dans le matelas social qui aujourd'hui attire et permet de vivre à des gens qui sinon ne pourraient tout simplement pas vivre chez nous, en tout cas pas dans les mêmes conditions. Donc, ce n'est pas l'immigration qui a causé. L'immigration n'a fait qu'exploiter les conditions étatiques, social-démocrates, socialisantes, on les appellera comme on voudra, qui a permis à l'immigration de s'installer. Pareil avec les poches d'endroits où le droit n'est pas respecté. C'est l'absence de régalien, le déficit ou défaut de régalien qui a fait que c'est pas parce qu'il y a des poches qu'on manque de régalien, c'est le manque de régalien qui a créé les poches. Ouais. Donc ça, c'est un autre problème, moi, que je vois dans son discours. Hein. Il est complètement à côté. Et pareil aussi avec les musulmans. Je ne suis pas spécialement favorable aux musulmans, mais inversement, je ne vois pas pourquoi je serais opposé aux musulmans. Je ne sais pas si simple. Et c'est le même problème. C'est pas les musulmans pour moi qui sont un problème, c'est le fait qu'ils puissent être dans un environnement qui les laisse imposer une vision du droit qui n'est pas qui est pas le droit naturel. Enfin, pas au sens où on l'entend classique. Oui, dans le Donc sens où oui, ils sont quelque part et qu'ils puissent imposer leur propre loi c'est ça, au c'est ça, détriment des autres exactement. citoyens, que ce soit par le vol ou Tout à fait, ou exactement. des crimes, des délits. La question de la charia ne devrait même pas se poser. Le simple fait que la question de la charia soit sur la table est déjà un défaut de l'État. Tu vois, au sens de un défaut de l'État dans son rôle supposé d'être le garant du respect du droit naturel. Hein. Bon. Donc, tous ces points-là, si tu veux, pour moi, relèvent d'une lecture complètement à l'envers, hein, de la situation où nous sommes. Je crois qu'il se glorifie à un moment donné dans l'intro, je crois avoir vu ça, que ça fait 30 ans qu'il a un diagnostic correct sur la situation. Je suis désolé, monsieur Zemmour, mais là-dessus, vous êtes complètement à l'envers de la réalité. C'est pas vrai, ça fait peut-être 30 ans qu'il y a un problème et ça fait 30 ans que vous n'avez pas compris la raison du problème. Mais ouais, donc qu'est-ce qu'il aurait dû dire alors? C'est que parce Ben, que est-ce lui, ben, il est pris, il est coincé, il se prendrait les pieds dans le tapis. C'est un défenseur de l'État, machin. Donc il va pas forcément, il va pas dire la faute est à l'État, puisque lui, il défend l'État, et c'est ce qu'il dit quand il dit que la oui, la France, France est façonnée voilà. Donc par l'État. forcément, il ne peut qu'être incohérent là-dessus. Mais ce qu'il devrait dire, c'est mais non, la solution à l'immigration, c'est moins d'étatisme et c'est rendre l'initiative aux localités pour que les réalités soient gérées au niveau local, que des solutions puissent être réglées au niveau local, des décisions soient prises
en intégration, en expulsion, en fermeture, tout ce que tu peux imaginer. Mais ce n'est évidemment pas la politique globale que suit l'État depuis 30 ou 50 ans, ou peut-être Ouais, plus, ouais. qui réglera la question. Au Après, oui. contraire. Après, Mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va ouais, faire? c'est ça que j'allais poser, Qu'est-ce c'est parce qu'il... que quand il dit il faut lutter contre cette anarchie migratoire afin d'éviter l'apparition Oui, de nouvelles certes, enclaves. Déjà, certes. qu'est-ce qu'on fait avec les anciennes enclaves, C'est les ça. Qu'est-ce enclaves qu'on fait? existantes? On va aller voir le 9-3, on va bâtir un mur autour du 9-3, ou alors à l'appel, on va aller vider le 9-3 pour lui enlever 90% de sa population. Qu'est-ce qu'ils comptent faire concrètement? Il faut quand même bien voir que aussi il y a des endroits où il y a des poches qui sont extrêmement marquées, ou peut-être qu'il est simple d'aller faire des purs, je permets moi ce terme, mais au sens médical du terme, d'accord? Pas au sens nazi du terme. Mais il y a bien des endroits, et je pense que la majorité des endroits en France, où malheureusement le tissu aujourd'hui est complètement noué. C'est extrêmement difficile de manière générale de faire comme ça, table rase, et de couper en deux en disant, ben voilà, on nettoie tout. Ça me paraît peut-être possible dans certains cas, mais très présomptueux de manière générale. Le problème, il n'est pas là. Après, oui, peut-être. Problème... Ben, voilà, quand il dit d'arrêter enfin, bon, voilà, il propose déjà d'arrêter le D'accord, robinet, d'accord. déjà. Après, ouais, Oui, c'est vrai que sur d'accord. l'existant, je vois pas trop comment il va faire, mais déjà. Arrêter le robinet, d'accord, très bien. Mais ça ne va pas régler la situation. Enfin, ça ne suffit, ça ne suffit pas à régler la situation. Il peut aussi couper les aides sociales, Oui, et c'est ce donc qu'il peut-être le inciter au sous-entend, départ. mais ouais, ouais. OK. Mais c'est pas. Ouais, Mais il ne va pas défaire 50 ans ouais, d'immigration qui caractérise la société française d'aujourd'hui. Ça me paraît très difficile. ouais. Enfin, Oui, bon. Parce que après, moi, ce qui est, je trouve, bon, et c'est ce que je reprochais un peu aussi à l'époque quand Sarkozy avait fait pas un ministère, ou je sais plus, c'était un comité ou sur l'identité nationale, sans jamais vraiment définir en fait ce qu'il voulait c'est dire parce qu'ils par ne là. peuvent pas. Ils Parce peuvent que là, il dit pas. identité, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire Bonne question. identité, parce qu'il Bonne question. C'est identité une très bonne française, question. enfin, je sais pas, il y Ouais. a plein, enfin, moi, Non, bon, mais regarde ton cas inconsciemment, je dirais, personnel, si bon, tu c'est me ok, permets. c'est des chrétiens, mais en fait, oui, il y a la majorité en fait des Français, dans la réalité des faits, ne sont pas du tout chrétiens. Et j'exclus les immigrés de ça, hein. Je parle des Ben, Français, on va écoute, dire, on va faire très simple, si tu me donc permets. voilà, On va déjà, faire... je trouve qu'on est dans une. Attends, tu vas voir, on va faire très simple. On va prendre ton cas et mon cas. Ouais. On va être simple. Je pense qu'implicitement, tu m'accorderas que tu vas nous considérer tous les deux comme de bons Français. D'accord? Ouais, moi, un Je te peu mieux rappelle que quand même. je te rappelle que tu t'appelles Antonini. Hein? Ouais. D'accord? Bon. Et figure-toi que mon nom, Jair, d'accord? Qui est un nom béarnais, est tout aussi exotique dans l'histoire que d'autres, que Monsieur Dupont. Tu vois, je ne m'appelle Ouais, pas ouais. Monsieur Dupont non plus. D'accord? Et en plus, tu as parlé de catholique. Je suis d'ascendance protestante. Je ne suis pas protestant moi-même. Tu vois, mais alors, est-ce qu'un Béarnais protestant ou un, tu quoi, Corse, Ouais, ou un Corse. Corse catholique, est-ce que ça font partie de l'identité française? Je force le trait, mais c'est juste pour dire que c'est extrêmement compliqué un truc comme ça à définir. C'est une gageure. C'est une gageure. Alors, soit on finit par dire, ouais, en fait, c'est les Européens chrétiens, d'accord? D'accord. Et puis les autres. D'accord, mais est-ce que les Chinois du 13e arrondissement, eux, qui nous fichent la paix, on va les mettre dehors? Ouais. Bah, Non, mais c'est oui, c'est pour ça, moi, c'est ça que je trouve bon, ouais, un peu équivoque, c'est qu'en fait, on ne dit pas bah non, à quoi tout le ça monde comprend. correspond. Et Tout le monde comprend ce qu'il veut, en fait. oui, il a mis Notre-Dame derrière, donc voilà, c'est un peu comme quand Tout le monde Wauquiez comprend ce qu'il veut. fait des trucs sans jamais les dire, c'est un peu le même.
Ouais, mais tu Mais vois, bon, je redonne mon exemple. Est-ce que les Chinois du 13e arrondissement sont concernés par ces trucs-là? ouais. Enfin, l'instruction. Instruction. Donc, l'instruction est le deuxième axe majeur Ouais. de sa vision des On choses. pourra noter qu'il n'a D'accord. pas dit éducation. Donc, ça, c'est peut-être un Oui, signal envoyé justement oui. à ceux Bon, et qui je sont. pense qu'il cherche un mot qui commence par Oui, I, non, hein, mais voilà, qui cherche. mais, Mais mais, ça mais fait aussi c'est mieux de deux parler pierres deux coups. d'instruction que d'éducation. C'est vrai, c'est vrai. Donc, Mais en quoi? Parce que l'instruction, excuse-moi, hein, ouais, vas-y, l'instruction, vas-y. c'est fort. Je vais te laisser dire. Mais l'instruction, c'est forcément quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Quand on commence à parler d'instruction, on n'est pas juste président de la République, parce que dans 5 ans, il n'aura pas formé une génération. Donc, Ouais. qu'il y ait un problème d'instruction en France, c'est clair. Qu'on puisse parler d'instruction, je pense que c'est intéressant, mais là, il imagine faire quoi? Se mettre au niveau d'une génération? Enfin, vas-y, je te laisse Ouais. dire. Le retour à une instruction publique exigeante et performante est indispensable pour redresser le niveau scolaire qui conditionne notre prospérité économique de demain, mais aussi Oui. pour faire à nouveau des Français imprégnés de la culture et de l'histoire de notre pays. Tu vois, S'il là, on est est... à 25 ouais, ans, là. Oui, ouais. ok. S'il est un domaine dans lequel l'idéologie progressiste a fait des ravages, c'est bien celui de l'éducation, éducation nationale et enseignement supérieur confondus. À l'école primaire, pas une année ne passe sans qu'une étude internationale ne mette en évidence l'affaiblissement des élèves en mathématiques. Au Oui, collège, il est maintenant admis que le collège unique a produit un nivellement par le bas préjudiciable à tous les élèves, bons ou médiocres. oui, Au lycée, le baccalauréat est devenu une formalité généreusement distribuée à plus de 90% des candidats. oui. Enfin, dans l'enseignement supérieur, la démocratisation de l'accès au master et au doctorat a démonétisé ces diplômes, tandis que la discrimination positive a rendu injustes les processus de sélection. Quelles que soient les tâches de notre système éducatif, c'est systématiquement le même écueil qui est en cause, un pédagogisme hors sol et privilégiant une bienveillance dogmatique. Tu as raison, je pense, sur ces points. Cette idéologie a produit l'exact inverse de l'objectif qui s'était fixé, à savoir l'effondrement du niveau académique. Le tort causé à nos Ah, enfants. oui, sauf que je pense que le fondement du niveau était l'objectif. Ouais. Le tort causé à nos enfants et à l'ensemble de la société est immense. Il en va de notre responsabilité de mettre fin à cette gabegie pédagogique. Mhm. L'école Je suis française doit d'accord aussi. redevenir une école méritocratique ayant pour première vocation la transmission du savoir, l'apprentissage des savoir-faire fondamentaux à l'école primaire, la suppression du collège unique ou encore le relèvement du niveau de baccalauréat sont autant de mesures urgentes à mettre en œuvre pour redresser le niveau global. Ce redressement constitue l'un des plus importants préludes à notre relèvement scientifique, industriel et technologique. Je suis d'accord avec l'essentiel de ce qu'il dit. Je ne suis pas d'accord sur certains moyens ou solutions, je veux dire. Mais le premier truc, hein, j'ouvre, je ne sais même pas comment le fermer, mais j'ouvre la question, je reviens sur mon point de tout à l'heure. Oui, oui, c'est un domaine fondamental. Oui, c'est un domaine où il y a une catastrophe qui se produit. Oui, ça fait partie de toute stratégie de redressement. C'est tout à fait clair. Mais c'est forcément une stratégie de long terme. C'est pas ce qu'il fera lui pendant sa présidence qui va fondamentalement changer les choses, même si ça peut améliorer. Donc, je comprends pas vraiment dans quelle mesure c'est aussi important que ça, alors que c'est forcément une stratégie de long terme. Mais bon. Et puis, Après, il y le a peut-être truc des qui... choses institutionnelles à faire qui Oui, pourraient, peut-être. OK, mais dans ce genre cas... supprimer le monopole des délivrances de D'accord, mais diplômes. dans ce cas-là... Ouais, Alors, autant le dans dire. ce cas-là, très bien. Mais dans ce cas-là, le dire... Et c'est justement ce que j'allais dire. Moi, c'est le truc qui me manque, par exemple, hein, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est libéraliser l'école en général. Si le système ne marche à ce point mal, Ouais. d'accord, On ne va la pas attendre solution, 25 ans qu'ils se remettent tous de manière monopolistique tout seuls en marche, quoi. exactement. Moi, je dis, le constat, je suis d'accord, la solution, elle est simple, très simple. C'est laissez-le fonctionner s'il veut continuer à fonctionner. Si on peut changer, tant mieux, mais laissez surtout, autoriser surtout les gens à en sortir. Ouais. Et la vraie mesure qui aurait lieu de donner dans un truc comme ça, c'est ne plus rendre l'éducation nationale obligatoire. L'instruction obligatoire, pourquoi pas? Enfin, ok, Ouais. c'est pas la même chose. Oui, mais Hein, on reste dans le mais référentiel français quand même. Oui, on ne va pas dire ne plus oui, rendre voilà, du tout le truc.
Je ne vais pas aller ouais, rester jusqu'à un peu dire ça. réaliste. Ouais. C'est ça. Mais simplement, s'il pouvait dire, puisqu'il parle d'instruction, parlons d'instruction, et parce qu'on parle d'instruction, on accepte ou on demande à ce que l'éducation nationale ne soit plus obligatoire, d'accord? Ouais. Ça réglerait toute la question. Oui. Mais là aussi, je crains fort que dans son état d'esprit jacobin, ça soit compliqué pour lui. Oui, c'est pas le mode. Lui, bah, là, dans ce qu'on lit, on voit la Troisième République, les hussards noirs de la République. Donc, c'est pas du tout le schéma, quoi. C'est le schéma où c'est l'État qui va vraiment, qui drive l'instruction de Pour tout le monde. moi, si tu veux, il voit des problèmes de performance et il a raison, mais pour lui, ce qui ne met en aucune manière en cause, pardon, c'est le rôle endoctrinaire, si je puis dire, de l'instruction ou de l'éducation nationale pour faire des bons citoyens. Ouais. Ça, pour lui, ou pour faire des gens qui sont adaptés aux besoins industriels dont il parlera, puisqu'il l'évoque à un moment donné. Donc, on est quand même sur quelqu'un qui est en disant, oui, la gauche a fait n'importe quoi, mais la gauche n'a pas tort sur le principe d'avoir une éducation nationale. Ouais. Ensuite, impôts. Donc, il va nous parler de fiscalité. C'est bien. Ouais. La baisse des impôts pesant sur les travailleurs modestes, sur les classes moyennes comme sur les entreprises qui produisent en France est indispensable pour encourager et récompenser le travail et l'activité. Les contribuables français ont beau dos, ils sont contraints de financer par leurs impôts le système social le plus dispendieux des pays occidentaux, totalement ouvert aux 80. Avec 47% de taux de prélèvement obligatoire, la France détient un triste record du monde. Les contribuables français vont également devoir régler la facture des promesses de campagne démagogique d'Emmanuel Macron, prêt à tout pour se faire réélire. C'est vrai. Les Français subissent... Ouais. Non, c'est vrai, pardon. Ouais. Subissent également un système fiscal injuste, dur avec les petits et faible avec les forts. De par sa complexité, il profite aux contribuables aisés aux multinationales qui ont les moyens de recourir au service de cabinet d'avocats fiscalistes. C'est du Robin des Bois à l'envers, prendre aux pauvres pour donner aux gagnants de la mondialisation. Aux gagnants de la mondialisation. Qu'est-ce que ça vient faire, la mondialisation, là-dedans? Le contribuable français, qu'il s'agisse d'un particulier ou d'une petite entreprise familiale, est considéré par notre dirigeant comme une vache à lait. Pareil système n'est pas tenable pour les particuliers, surtout pour les plus modestes d'entre eux. Cette pression fiscale est insupportable tant elle grève leur pouvoir d'achat. La crise des gilets jaunes en a donné la C'est pas preuve. faux. Ouais. Mmh. Pour les Les entreprises. gilets jaunes, tout à fait. Tout à fait. Le fardeau fiscal est synonyme d'augmentation des charges sociales et donc de perte de compétitivité face aux concurrents internationaux. Il est urgent de prendre le contre-pied de cette asphyxie fiscale généralisée. Ce renouveau doit s'opérer selon deux principes. D'abord, réduire la voilure en matière de dépenses sociales, en instaurant notamment une préférence nationale en matière d'attribution des aides sociales. Ensuite, diminuer les impôts de production doit permettre de rendre nos entreprises plus compétitives et d'enclencher un mouvement de réindustrialisation de la France. Alors, si je comprends bien, hein, la partie fiscale, on l'attend, nous, en tant que libéraux. Les libéraux vont l'attendre sur la partie fiscale, puisque pour le moment, on a vu sur les deux sujets précédents qu'on est quand même encore devant un fort étatiste. On va se dire, enfin, sur la fiscalité, on va voir qu'on a affaire à quelqu'un qui est libéral compatible. En tout cas, c'est ce qu'on s'attend. Donc, on pourrait s'espérer que sur la partie fiscale, surtout qui fait un diagnostic qui n'est pas mauvais, il tente de taper un peu fort quand même sur la fiscalité. Et au bout du compte, tout ce qu'il nous propose, c'est de réduire. C'est mieux que rien, hein. Mais fondamentalement, tout ce qu'on va gagner, c'est que schématiquement, si je comprends bien, les immigrés dont il va se débarrasser, qui auront des aides en moins. Quand il y aura des aides en moins pour les immigrés, on gagnera de la fiscalité qui est liée à ça. Mais c'est marginal. Enfin, c'est pas nul. Ok. Je dirais pas que c'est moche. Ouais, je sais pas si c'est marginal. Là, il faudrait. Quelle est la première cause de Déjà, il y a la fraude. Il y avait le bouquin de Charles Prass il donnait des montants déjà. Oui, mais qu'est-ce qui fondamentalement en France coûte cher? La retraite et la Sécu. Oui. Et l'éducation Est-ce qu'il nationale. en parle? Est-ce qu'il en parle? Non. Ah non. Ok. Est-ce qu'il parle combien 5 millions de fonctionnaires ou est assimilé? Et si on va plus loin,
tous ceux qui, de près ou de loin, soit en tant que fonctionnaire, soit en tant qu'employés indirectement de l'État, soit ceux qui ont une subvention, qui sont sous la vache à lait et qui, donc, quelque part, sont payés par des impôts. Est-ce qu'il en parle? Est-ce qu'il compte faire quelque chose? Parce que je repose mon truc. Je ne sais effectivement pas quelle est la part que ça correspond, mais j'ai du mal à imaginer que une minorité des immigrés dont on va cesser de financer, pas intégralement, on va réduire les avantages sociaux, ça puisse se faire en bout du compte, en bout de chaîne, une réduction fiscale qui soit significative, si tu veux. Que ça fasse, j'en sais rien, hein, que ça fasse 1, peut-être jusqu'à 5%, peut-être. Mais ce n'est pas de ça dont on a besoin. Ce qu'on a besoin, c'est qu'on attaque directement dans le dur en disant le fond du problème de la fiscalité en France, dont il parle au début, il est lié, c'est ce que tu as dit, retraite, sécurité Oui, parce que sociale. sur le périmètre de l'État, il n'y a aucune diminution, quoi. Enfin, dans ce qui Exactement. Exactement. Donc, ça ne peut être de toute façon que relativement marginal. Donc, et si je comprends bien, il va financer les impôts grâce à la politique migratoire qu'il a évoquée au tout début. C'est comme en fait, il parle d'impôts, mais c'est juste parce qu'il a en fait, comment dire, c'est un effet de sa politique migratoire. C'est pas vraiment du volontarisme fiscaliste, si je puis dire. Après, si on essaye de voir s'il y aurait autre chose, bon, il parle juste de les deux principes, donc c'est réduire la voilure en matière de dépenses sociales, mais donc c'est des allocs, tout ça. Et les impôts de production. Et un peu, mais moi, un peu de Les production, avant cette année, j'avais jamais entendu le terme, donc je sais même pas à quoi ça correspond vraiment. Je sais pas qui paye ça. J'ai l'impression que c'est les gens qui ont des usines où ils payent Mais un c'est truc ce en que j'allais plus. te dire. Qu'est-ce que c'est Outre le caractère abscon du concept, est-ce que ça concerne les populations, fondamentalement? Je ne dis pas que ce soit une mauvaise chose, c'est pas ça, mais encore une fois, c'est en quoi ça va fondamentalement toucher la fiscalité de Monsieur Tout-le-Monde dont il parle au début. J'aimerais qu'on m'explique, si tu veux. Alors que ça va peut-être effectivement réduire les charges, les coûts de production, et donc quelque part désasphyxier certaines entreprises et peut-être par voie de conséquence améliorer une part de pouvoir d'achat. Je n'en disconviens pas. Mais là, encore une fois, je ne peux imaginer que quelque chose qui, en bout de chaîne, soit marginal. Toi, il dirait, écoutez, on va réduire tout ça, la TVA qui est à 20% en gros, on va la passer à 15%, ne serait-ce que ça. Ben, concrètement, tu as 5% d'écart. Là, tu les vois, les 5%, tu vois. Mais là, j'attends que quelqu'un me fasse l'étude pour m'expliquer ce que, dans le panier de la ménagère, ça va concerner. Ouais. Donc, sur la fiscalité, moi, je te dis, je retiens deux choses. On fait un blabla, là, encore une fois, c'est un peu pareil. Le diagnostic est plutôt pas mal, mais c'est très timide et c'est tout au plus réglé par les questions politiques qu'il a mis en avant, notamment la question d'identité, et non pas pour vraiment s'attaquer volontairement ou de manière dure au sujet. C'est pas ce que je ressens. Industrie. L'industrie doit être au cœur de la politique économique, car elle est à la fois condition de notre excellence technologique, d'emplois mieux payés que dans les services et de notre souveraineté économique. Technip, Alcatel, Alstom Energy, la TECOR, Arcelor, ces multiples exemples de cession de fleurons nationaux des capitaux étrangers sont la preuve de notre déclassement industriel. Pareil déclassement n'a rien d'anodin pour l'économie et la société française. En effet, ce phénomène est la cause directe de l'effondrement de notre balance commerciale. Je ne pense pas que ce soit vrai, ça. Mais je vais continuer, pardon. La France s'en trouve appauvrie et stratégiquement affaiblie puisqu'obligée d'acheter à l'étranger ses biens industriels. Ajoutons à cela les conséquences désastreuses et incalculables de la désindustrialisation en matière d'aménagement du territoire, concentration de la création de la richesse dans les métropoles au détriment de la France périphérique. Et nous comprenons à quel point la réindustrialisation constitue la mère de toutes les batailles en matière économique, stratégique et sociale. Je pense que c'est profondément faux, ça. Je vais y revenir. On va y revenir. Ouais. Une authentique politique de réindustrialisation passe par la mise en œuvre de 3 principes directeurs. D'abord, la baisse des impôts de production doit permettre d'améliorer la compétitivité des entreprises françaises et donc de faire grossir leur carnet de commandes,
Ça fait toujours rire quand les politiques parlent des carnets de commandes. Je n'ai jamais utilisé ça dans... Oui, et puis simplement, si la baisse des impôts pouvait avoir forcément une incidence positive sur les ventes. C'est pas c'est comme si c'était aussi simple que ça, mais bon, ok. Ensuite, il convient d'assouplir les dogmes concurrentiels bruxellois qui s'opposent à la constitution de champions nationaux en Europe, tout en laissant notre marché ouvert aux géants extra-européens. Enfin, il faut inciter fortement les consommateurs à la commande publique et à favoriser les Alors, fournisseurs nationaux. tu vois, là, on est vraiment dans ce que pour moi, on est dans une mentalité d'étatiste, mais on est très proche d'une mentalité de communiste. Ouais. Je pèse mes mots, ou de fasciste. Hein, sur des questions Ouais, industrielles, c'est qu'est-ce qui il est n'y a pas de bourricot. différence de nature vraiment entre les communistes et les fascistes. Oui, mais surtout sur la question industrielle, hein, c'est clairement Ouais. kiff bourricot, je suis d'accord. Mais on va essayer de prendre les trucs les uns après les autres, si tu veux. Il dit que ce genre d'approche est déterminant pour l'aménagement du territoire, que c'est la seule façon de lutter contre la concurrence internationale, etc. Je ne suis pas, je suis pas un homme de chiffres. Moi, j'aime bien je suis toujours dans plutôt les principes, etc. Donc, je veux bien qu'on aille vérifier les chiffres. Mais je crois avoir écrit, vu d'ailleurs à un moment donné, il y a un article où, de mémoire, l'État français, et ça doit faire déjà il y a au moins 2 ans, l'État français a la mainmise sur plus de 1800 entreprises en France. Donc on est clairement dans un tissu étatiste fortement étatisé, d'accord? Et le point, c'est que je ne connais pas d'autres pays, dans les grands pays industriels dits libéraux, etc., où il y a une telle proportion du tissu industriel qui soit d'ores et déjà sous le contrôle de l'État, d'une part, et d'autre part, où il y ait autant de grandes entreprises de type dit CAC 40, etc., eu égard au nombre d'individus et au nombre d'entreprises qu'il peut y avoir dans le pays. Hein. Dit autrement, évidemment, si tu vas aux États-Unis, tu vas voir qu'il y a probablement plus d'entreprises qu'on en a au CAC 40 qui sont des grandes entreprises internationales comme ça. Sauf qu'aux États-Unis, ils sont 330 millions, nous on est 65, d'accord? Donc il y a un facteur 5 entre les deux, d'une part. Et si tu reviens à notre échelle, je ne connais pas d'autres pays qui aient une telle densité d'immenses entreprises. Donc on est un pays qui est complètement... Peut-être la Corée du Sud. Oui, ouais, peut-être la Corée, Je peut-être. crois qu'ils ont un truc, des gros trusts de compagnie. Mais bon. C'est possible. Mais ce n'est pas la règle. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est absolument pas la règle. On est une aberration. Il y en a peut-être, je veux bien qu'il y en ait 2-3, hein, mais on n'est pas du tout dans le standard des organisations industrielles des pays De taille similaire en Europe. Voilà. On Et voit en pourtant, Italie, en Suisse, qui ont. exactement. C'est qu'on n'a pas du tout de middle, On n'a pas de, d'entreprise. on a de toutes petites PME et entre les deux. Et des trucs énormes, mais entre les deux, ça n'y arrive pas. Quoi. Exactement. Et donc, il vient se plaindre que malgré tout, on subit la concurrence des autres. Mais donc, comment font les autres pour être concurrentiels? Alors, si les autres ne suivent pas notre stratégie, tu vois, donc ça laisse supposer que notre stratégie n'est forcément pas la seule et qu'apparemment, d'autres stratégies marchent mieux que la nôtre. Parce que là, ton point, en plus, moi, c'est ce qui me fait toujours réagir quand les gens me parlent de l'Europe, qu'en gros, l'Europe nous empêche de faire tout. Pas que je sois pour qu'on soit forcément dans l'Europe, parce qu'il y a plein de problèmes. Bon, passons. Mais je vois l'Italie, ils sont dans l'Europe et l'Allemagne est dans l'Europe et ils ont une industrie et une moyenne, enfin voilà, des industries moyennes Tout à fait. qui vont bien. Quoi. Ça montre bien que cette stratégie d'organisation de grands conglomérats, etc., comme il dit, hein, qui est typique du discours français depuis l'après-guerre, si ce n'est pas avant, en tout cas certainement depuis l'après-guerre, d'une part ne marche Colbert, pas. Parce que... la compagnie, oui, on va dire. Oui. Mais certainement depuis De Gaulle en tout cas, hein, ne marche pas, puisqu'il se plaint de la concurrence, n'est pas la seule, puisque par définition, les autres montrent qu'il y a d'autres façons de faire. Et néanmoins, il veut rentrer là-dedans. Mais en plus, l'autre truc, c'est que ce genre d'approche, c'est typiquement une approche de type communiste. C'est, alors, on va organiser l'intégralité du secteur industriel avec une boîte, genre EDF, Total, je ne sais pas moi, Suez. Toutes ces boîtes-là sont quasiment les seuls acteurs sur leur marché ou écrasent
le secteur industriel. Bon. Et c'est ça, en fait, qui est malsain. Enfin, le fait de vouloir faire des boîtes gigantesques, ce qu'il appelle des champions nationaux, au final, c'est quand même hyper dangereux si justement telle ou telle industrie ne marche plus. Tout à fait. Si C'est ce qu'en général, champion national fait faillite ou se plante, bah, en fait, tout à fait. tout est détruit, alors que Tout à fait. ça serait beaucoup plus sain d'avoir plein de petites boîtes, ce qui permet en plus c'est plus résilient, ça permet aux employés aussi de changer, de faire jouer la concurrence entre les boîtes. Alors que si tu n'as un ou deux acteurs, les deux se mettent d'accord, et à la fois c'est dangereux d'un point de vue industriel, mais c'est aussi dangereux pour les employés parce qu'ils ont plus de pouvoir de négociation. Il parle de l'aménagement du territoire, mais il vaut mieux qu'il y ait 36 000 PME un peu partout et que les patrons organisent des trucs plutôt que d'avoir un seul monstre qui dirige de manière centralisée. Mais c'est typique de ce genre d'état d'esprit qui ne pense que il faut qu'il y ait un mec qui dirige tout et qui n'arrive à concevoir une vision industrielle que de manière centralisée et descendante. Voilà, on va vers là et tout est là. Mais non, alors que tout le marché, le concept du marché, etc., le tissu industriel, c'est justement parce qu'il faut au contraire décentraliser pour que ça fonctionne. Donc, on est typiquement là sur un exemple de quelqu'un, alors, c'est pas un économiste, donc, mais il a des gens autour de lui. Et puis, il est représentatif d'une... c'est l'état d'esprit France. Enfin, on voit le maire, il sort. En gros, ils veulent contrôler les boîtes. Ils veulent pouvoir parler en fait avec deux boîtes. Parce que s'il faut parler avec 10 000 grosses PME, c'est chiant, c'est galère. Et ils veulent que les boîtes se fassent... Mettez-vous d'accord, vous en faites deux et voilà, et ça ira bien. Et... Voilà. Et puis comme ça, quand on n'a plus que deux interlocuteurs, il suffit de les mettre autour de la table et on leur fait faire ce qu'on veut. Tout à fait, bien sûr. Tout à fait. Donc on est bien dans une démarche, je suis désolé, mais qui est tout à fait analogue aux pensées de type communiste ou fasciste. On est exactement dans cette mouvance-là. Ouais, parce que là, après, si on essaye juste de prendre ces trois principes, comme ça permet de cadrer. Il reparle un peu de production. Oui, on en a Donc ça, parlé. sur les... Bon, attends, on va voir les trois. Un peu de production, assouplir les dogmes concurrentiels bruxellois et inciter les consommateurs à la commande publique et la commande publique à les fournisseurs. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'ils ne parlent pas du tout de la régulation. La réglementation, c'est un facteur énorme sur le frein qui est mis aux boîtes à grossir. Parce qu'en fait, quand moi, j'ai une boîte, on est deux. Ça va encore, mais tu vois, je dois prendre un expert comptable parce que vu que la fiscalité, les règles changent tout le temps, tu es obligé de payer pour un truc. Mais dès que tu veux grossir, tu as un certain nombre de salariés, il faut avoir un syndicat, il faut avoir un truc. Bien sûr. Et en fait, toutes ces régulations font que il y a plein de boîtes qui ne grossissent pas exprès. Ouais, ça freine. Oui, voilà, il y a plein de boîtes. J'avais vu des cas où en fait le gars créait une boîte et créait plein de sous-petites boîtes pour pas avoir à créer de syndicats ou de trucs comme ça. Et en fait, il ne parle pas du tout de cet aspect réglementaire qui change en plus tout le temps. La fiscalité et la réglementation changent tout le temps, ce qui rend en fait la vie. Mais il dit même un point pire, puisqu'il reproche, il veut se détacher, il reproche à Bruxelles trop de libéralité. Je ne sais pas comment il l'a dit exactement, je ne me rappelle plus, mais en gros, c'est ce qu'il reproche. Les dogmes concurrentiels. Voilà, donc pour lui, la concurrence, pour lui, c'est un dogme, donc c'est quelque chose de négatif. C'est totalement hallucinant, un truc comme ça. Donc ça veut bien dire qu'il veut sortir de Bruxelles pour pouvoir remettre des monopoles. Là, on est dans le... Si ça, ce n'est pas un aveu de pensée économique fascisante ou communiste, je ne sais pas ce que c'est. On est à l'inverse de toute vision libéralisée ou libérale de l'économie. Donc, c'est une catastrophe qui s'annonce sur ce point-là, très clairement. Ouais, parce qu'il parle. Bon, il parle de l'impôt de production, mais je ne sais même pas qui paye cet impôt de production. Bon, j'avais cru comprendre que c'était des usines, mais je ne pense pas que ça concerne la majorité des entreprises. Après, je me trompe peut-être, mais bon. Il ne parle pas du droit du travail, qui est un bordel. Rien. Il ne touche pas au code, il ne touche à rien. Il n'y a rien du tout. Et inciter les consommateurs à la commande publique, bon... Je veux dire, si c'est trop cher, c'est trop cher, tu ne pourras pas. Déjà, tu vois, dans inciter le consommateur, déjà, je m'arrête. On n'a pas incité le consommateur. C'est le consommateur qui doit inciter les entreprises.
Bon, On en a un dernier ou il me ouais, semble, non ouais. C'est vrai qu'il y a l'indépendance. L'indépendance. L'indépendance Indépendance de qui? Vas-y, je t'en de prie, la pardon. France. Oui, d'accord, mais envers qui, pardon? Envers qui? L'indépendance doit redevenir le fil directeur de notre politique étrangère, de défense, mais aussi de notre politique économique, dans la droite ligne de l'action du général de Gaulle. Elle doit aussi nous conduire à refuser le gouvernement des juges et des institutions supranationales, au mépris de la souveraineté du peuple. Au gré des majorités présidentielles qui succèdent, l'indépendance de la France s'érode. En matière économique, ok, ça il a déjà dit, nous forçons à nous équiper de fournisseurs et États étrangers. En matière militaire, ensuite, où notre appartenance au commandement intégré de l'OTAN nous oblige à suivre les États-Unis en confrontation auxquelles nous n'avons pas intérêt. En matière juridique et institutionnelle, où les traités et conventions internationales prévalent maintenant sur le droit produit par le législateur national. La perte d'autonomie stratégique de la France n'est donc pas un fantasme réactionnaire, à une réalité à combattre avec la première énergie. Pour cela, il convient d'abord de rétablir l'indépendance comme fil directeur de notre politique extérieure et de défense. Ok, les atouts, nanana. Ensuite, la réappropriation de notre indépendance passe par une remise en question de la supériorité des traités et normes internationales sur le droit national. Hiérarchie qui nous a servi nous empêche d'agir, notamment en matière migratoire. Ce n'est qu'à ce prix que nous nous réapproprierons notre souveraineté, ou pour le dire plus directement, notre liberté. Mon liberté. Liberté. Waouh. Ouais. Est-ce que je me trompe si je dis que j'entends 3 dimensions à l'indépendance? J'ai entendu parler d'indépendance économique, Ouais, d'indépendance militaire et d'indépendance juridique. ouais. L'indépendance juridique, pour le coup, je vais être d'accord avec lui. C'est-à-dire qu'effectivement, tout ce qui peut être de nature à nous libérer d'un droit positif, qui soit supra, quelque chose, je ne sais pas, national ou pas, pour moi, va dans le bon sens. Encore une fois, plus je serai proche d'une capacité à maîtriser le droit qui s'impose à moi, mieux je me porterai. C'est-à-dire que plus effectivement je dénoncerai les traités et les droits qui s'imposent par l'entremise du pays France, sur moi par des trucs à distance que je ne maîtrise pas, mieux je me porterai. Donc, dénoncer les accords juridiques européens et autres, là-dessus, je suis complètement favorable. Mais indépendance économique, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Moi, je n'ai pas compris, parce que s'il y a bien un domaine dans lequel il n'y a normalement pas de dépendance, c'est bien l'économie. Donc, il y a un truc que je n'ai pas compris. Et l'indépendance militaire, Ce qu'il ça veut veut dire dire sur l'économie, c'est le fait, oui, qu'on a une balance commerciale déficitaire et qu'on importe plus. tu sais bien que plus ça ne veut que- rien dire, Mais ça. je sais, mais alors, peut-être l'occasion d'expliquer pourquoi ça ne veut rien dire. Bah, c'est un truc que j'ai toujours trouvé extraordinaire. Ça. La balance commerciale déficitaire. Je ne comprends pas. On paye, donc Ouais. ce qu'on reçoit, on le paye. Donc, sinon, il y aurait un problème. Donc, on a reçu ce qu'on a payé. Où est le déséquilibre? Il n'y a jamais de déséquilibre de la Oui, balance c'est la commerciale. Ça notion n'existe pas. que, oui, c'est la notion de là, enfin, sa conception, c'est en fait, si tu payes quelque chose, c'est que tu as perdu de l'argent. Mais non, Oui, tu n'as rien puisque eu tu as en reçu quelque échange. chose Hein. en Oui, retour. non, mais dans cette logique, c'est C'est que un tu as grand. payé un truc, mais tu n'as rien eu Ça date en échange. de Bastia, ça, c'est pas de mon époque. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec ça, mais il n'y a pas de. Il n'y a pas. Ou Parce que alors moi, tu vois, avec mon boulanger, j'ai une balance commerciale déficitaire, tu vois. ah bon? Avec ton boulanger? Bah oui, parce que Explique-moi. moi, je lui donne, par an, je dois lui donner, on va dire, allez, 600 euros, mais moi, j'ai pas d'argent en échange. Donc, en fait, moi, j'ai moins 600 sur ma balance commerciale Ben avec oui, le mais boulanger, quoi. tu C'est manges pour scandaleux. 600 euros de pain. Il faut Donc, que je lui vende du voilà. pain. Voilà. Donc, il n'y a pas de balance commerciale, ça n'a aucun sens. Ou alors, il y a des fantasmes comptables de dettes, de trucs. Mais ça, c'est parce que c'est des montages compliqués et que les mecs, ils prennent des engagements qu'ils ne peuvent pas tenir ou des trucs comme ça. Mais il faut arrêter avec ce truc-là. Enfin, ou alors, on peut parler de dépendance vis-à-vis du gaz russe, d'accord, Oui, mais ça peut être ça, plutôt c'est ouais, plus. des sujets comme ça, de dire sur Sauf que c'est certaines plus de ressources. l'économie. Oui, c'est plus, Sauf là, que c'est plus de c'est la l'économie, parce que géopolitique et c'est. ouais, c'est de la géopolitique, c'est ça. C'est plus de l'économie. C'est qu'effectivement, il y a des gens qui, à un moment donné, ont signé des contrats qu'ils ne pouvaient pas tenir. Donc, forcément, mais c'est pas de la dépendance économique, ça, c'est de la mauvaise gestion de choses dont on ne devrait pas s'occuper. Et alors, la partie militaire.
pareil, ça veut dire quoi l'indépendance militaire? Il va relancer les dépenses d'armement? On va payer un deuxième Charles de Gaulle? Qu'est-ce que ça veut dire ça aussi? Bah, là, ça voudrait dire peut-être sortir de l'OTAN, sortir. Bon, après, il dit pas vraiment exactement. Je ne comprends pas trop ce que ça veut dire. Parce que moi, la seule indépendance militaire que je conçois, c'est de payer de l'armement, une armée, ou alors d'accepter d'armer les citoyens, ce qui m'étonnerait fort. Donc, c'est bien beau de parler de trucs comme ça, mais pourquoi ils ne décideraient pas que la France est un pays neutre, par exemple? Ça coûterait moins cher, par exemple. Ouais, mais là, ça serait. On peut pas. Ah C'est un oui, ça irait bonapartiste, pas. Là. Austerlitz, tout ça. Ah, ouais, c'est Si pas t'as pas possible, ça. d'armée, t'es un loser, Ah quoi. oui, c'est pas possible, oui, bien sûr. Je pense que les pays les plus riches du monde, à mon avis, sont probablement ceux qui sont les moins militarisés, ou pardon, qui sont les moins, moi je ne sais pas militarisés, pardon, mais qui sont les moins attachés à leur grandeur militaire, si je puis dire ça comme ça. Ouais. La Norvège, par exemple, qui est un des pays les plus riches du monde, est un pays neutre. Ouais. Ouais, la Suisse aussi, mais après la Suisse, tout le monde est armé. Hmm. Mais après, on pourra Donc, dire oui, c'est parce qu'en fait, ils sont protégés indirectement par les États-Unis et les autres parce que tous les riches de ces pays-là ont mis leur argent. Donc, en fait, il y a une sorte d'accord tacite de ne pas les attaquer. mais pourquoi on ne fait pas pareil? Pourquoi on ne fait pas en sorte que les riches viennent mettre leur argent chez nous? Faisons de la France un paradis fiscal. Ouais. C'est peut-être un meilleur programme que de faire de la France une armada. Ouais. Voilà. Donc, on a fait le tour là, Ben, on a fait de le la tour. première ébauche On a de fait le tour. programme. Ouais. Écoute, c'est intéressant, hein, c'est intéressant, mais clairement, moi, je vois que, OK, l'identité vient en premier. On Ouais. s'y attendait, hein, c'était Ouais. bien sûr là-dessus qu'on l'attend, enfin, que les gens l'attendent. Il y a plein de gens qui imaginent qu'à partir de là, il y a des mesures libérales, donc c'est pour ça qu'on a regardé la fiscalité et les impôts, ou la partie industrie en se disant qu'il va relancer des choses économiques. Mais je suis désolé, hein, quand on creuse un peu, il y a rien qui, enfin, il y a très très peu de choses en fait. Et le peu qu'il y a, c'est il y a des diagnostics qui sont pas forcément mauvais, mais par contre qui passent complètement bien sûr à côté de la liberté et de l'État, bien évidemment. Et les solutions sont toujours des solutions jacobines, centralisatrices, Ouais. timorées dans le cas des impôts, pas forcément toujours très claires. C'est dommage parce qu'il y a quelques bonnes idées. Dire qu'on veut réduire les traités et le droit positif qui s'impose à nous à l'extérieur, c'est une bonne chose. Vouloir réduire certaines fiscalités, c'est une bonne chose. Mais à part ça, tout le reste, c'est un peu du boulga quand même. Hein. C'est surtout, oui, qu'est-ce qui va. Enfin, bon, on verra peut-être sur un programme plus détaillé. On le commentera à l'occasion, mais c'est vrai que pour l'instant, ça reste. Après, il y a un autre truc. Hein. Bon, on pourra peut-être en parler sur une autre vidéo, mais moi, il y a un autre truc sur lequel je me pose vraiment une question sur un programme de ce type-là ou un positionnement comme celui-là. Je reviens par exemple sur l'exemple de l'instruction. Il y a ce qu'un programme de ce type-là peut prétendre vouloir faire, les orientations qu'il prétend donner, et puis à l'échelle de 5 ans, ce qui va être réellement possible de faire. Hein. Et il faut quand même, bon, j'ouvre le débat et on ne va pas y rester, mais moi je pose quand même la question de ce qu'il est imaginable pour quelqu'un comme Zemmour ou autre, hein, de vraiment prétendre faire dans un pays comme la France. Dans un pays comme la France, le président de la République a un pouvoir de changement, de réforme ou de rupture qui est extrêmement limité. Parce qu'il y a une administration derrière, en fait, qui, elle, ne change pas et qui, même si le président change, bah, ce que les gens font après dans l'administration, ça restera. Oui, Donc, oui. et on fera une autre vidéo sur On pourra ça. en parler, je pense que ça vaut le coup d'en parler, Ouais, mais moi, je te propose ça d'ouvrir là sur ouais. ce point-là, mais moi, en conclusion, c'est Zemmour, ok, il se tente, il teste, il y a des choses, je comprends la démarche, je vois pas du tout un discours libéral, ça c'est clair que Ah, non. ouais. Vas-y, Philippe.
Non, c'est pardon. juste que je voulais dire que ouais, c'est peut-être qu'au final, de toute façon, Zemmour, son créneau, bah, c'est l'immigration. Et en fait, les gens voteront pour lui juste pour ça. Et le reste, Ah oui, clairement, c'est clairement. comme un peu Oui, le mais Front National à l'époque, où au mm, final, c'est en vrai, fait, le reste, on, on s'en c'est fiche. vrai. Mais Et pourquoi je la... dis ça? C'est que, pourquoi, tu as raison. Mais pourquoi je dis ça? C'est parce que malheureusement, quand même, je vois beaucoup de gens qui se disent libéraux, qui apparemment semblent avoir quelque espoir ou tout d'un coup être frétillé, être tout excité parce que Zemmour semble oser s'attaquer aux mouvances de gauche. Mais peut-être, mais entre s'attaquer aux mouvances de gauche et peindre son programme en bleu et être libéral et vraiment porter des messages de liberté ou des espoirs de liberté, je pense qu'il y a un monde. Je pense qu'il y a un monde. Et pour moi, il n'est pas du tout de ce monde-là. Le mot liberté est apparu une fois. C'est Mais le dernier mot sinon, qui on oui. est. Oui, oui, oui. Mais sinon, on est sur des choses qui sont fondamentalement. Oui, c'est chauvinistique. Enfin, pour moi, Ouais, c'est un c'est. peu, Oui, ça oui, c'est reprend ça, tout à fait. un On peu est à la position de lisière chevènement, entre ouais. communisme, fascisme. On est dans ces mouvances-là, quoi. On est dans ces mouvances-là. Ok, bon. Bah, très bien. Merci Stéphane. Je t'en prie.